Bonsoir et bienvenue au Coin du Feu, le nom définitif de ce podcast, où nous allons parler, encore, toujours, de la peur, de l'étrange, du fantastique, de l'épouvante, et tutti quanti. Je ne sais pas si et tutti quanti s'adapte là, mais on va faire comme si. Alors, j'ai mis, normalement, une ambiance en arrière-plan de feu de camp. Et j'espère que ça vous plaira encore une fois. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires de SoundCloud ou je ne sais pas s'il y a des commentaires sur iTunes, je ne pense pas. N'hésitez pas en tout cas. Et sinon de Twitter, Facebook, etc. Je lis tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors quel sera le sujet du podcast d'aujourd'hui ? Ce sera en fait ces petites histoires qu'on se racontait quand on était plus jeune, autour du feu, ou qu'on se raconte toujours d'ailleurs, autour du feu, puisque voilà, c'est un peu le concept de l'émission. Et on va voir ensemble ce qu'il en est de ces histoires, d'où elles viennent, et voilà, parler un petit peu de tout ça. Donc, déjà, il y a des classiques qui, moi, m'ont marqué dans le sens que on les connaît tous. Et c'est ça qui est assez étonnant, je trouve. C'est que quand on veut raconter une histoire qui fait peur, souvent on retombe sur les mêmes histoires. Par exemple, il y a cette histoire de cette femme. Alors, c'est pareil, ça tourne étrangement sur beaucoup d'histoires concernant des jeunes femmes. Pourquoi ? Je pense que c'est simplement parce qu'il y a une image assez machiste, j'ai envie de dire, plus sexiste que machiste, mais bon, de la jeune femme fragile face au danger. Bon, peut-être que ça facilite, on va dire, l'accès au récit, je sais pas. Donc toujours est-il qu'il y a cette histoire de cette jeune femme qui est chez elle, et cette jeune femme entend un bruit la nuit qui la réveille. Une sorte d'écoulement de gouttes qui tombent au loin. Elle n'arrive pas à localiser le bruit, ça fait... Du coup, elle se lève, elle tend l'oreille et elle entend toujours, sans savoir d'où ça vient. Mais bon, heureusement, son chien, parce qu'elle a un chien, est là pour la rassurer et, dans le noir, lui lèche la main, sous forme de soutien canin. Et donc elle se rendort, et un peu plus tard, elle est quand même réveillée encore par ce bruit de gouttes qui tombent. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Elle s'apprête à se lever encore une fois, alors qu'elle met sa main sur le côté du lit pour se relever. Son chien lui lèche la main et, une fois de plus, ça la rassure. Après tout, avoir un gros chien pour la protéger, c'est vrai que c'est une bonne idée. Et elle se rendort. Et puis, au bout d'un moment, la troisième fois, là, c'est vraiment trop tard. C'est vraiment trop étrange, ces bruits. Du coup, elle se lève. Elle descend, il est bien tard dans la nuit. Et elle arrive à localiser le bruit qui vient d'un placard. Un petit peu plus loin que sa chambre, elle s'avance. Elle ouvre la porte. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Son chien, pendu, éventré. Et l'écoulement qu'elle entendait était en fait les gouttes de sang qui s'écoulaient du cadavre pour tomber sur le sol dans une énorme flaque de sang. Et une note est accrochée à ce cadavre, marquée « Il n'y a pas que les chiens qui savent lécher ». Et donc, forcément, voilà, ça fait peur, puisque c'est un homme, vraisemblablement, un tueur fou qui était là, qui a tué son chien et qui lui a léché la main, qui est certainement toujours là dans la chambre, dans l'ombre, qui l'attend.
Et cette histoire, on l'a tous entendue, je pense. En tout cas, une grande majorité d'entre nous l'ont entendue. Et moi, je l'ai entendue, j'étais petit, je l'ai entendu un peu plus tard. C'est peut-être même dans des films, je ne sais pas. Ce qui est important dans cette histoire, et dans toutes les histoires que je vais raconter ou que je vais aborder là, c'est qu'il y a toujours une révélation, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours une confrontation face à un problème anodin qui amène à une découverte macabre ou à une révélation macabre pour cette jeune fille, car c'est tout le temps une jeune fille, ou en tout cas principalement des jeunes filles. Bon, une autre histoire. J'aime bien ces histoires-là, j'espère que ça vous plaît. Autre histoire, c'est un couple, parce qu'il faut que ça soit un couple, qui est dans une voiture un petit peu à l'écart de la ville, pas loin d'une forêt ou d'un lac, et ils sont en train de se rouler des patins, hein, comme on dit, et comment ça s'appelle ? En écoutant la radio, pardon. Et donc ils écoutent la radio, ils s'embrassent, et d'un coup, la radio passe des informations et un message d'urgence prévenant que il y a un tueur fou qui s'est échappé de l'asile, bien évidemment, et qui tue ses victimes, qui est dans la zone où ils sont, et que ce tueur a un crochet à la place de la main droite qu'il utilise pour tuer les victimes, notamment. Donc forcément c'est assez glauque. La jeune fille s'inquiète et dit voilà qu'elle ne veut pas rester dans cette zone où un tueur fou pourrait être. Le jeune homme, qui lui voulait aller un petit peu plus loin que rouler des pelles, lui dit mais on s'en fout, vas-y on reste là, c'est bon, on craint rien, on est dans la voiture. Et tout d'un coup, un bruit se fait entendre dehors. Du coup la jeune fille crie, a peur, et du coup le jeune homme font bon c'est tout, allez je te ramène chez toi, et débarque à toute berzingue, énervé tout simplement par le fait de ne pas pouvoir aller plus loin ce soir-là. Et alors qu'il laisse la jeune fille chez elle, elle reclaque la porte, il lui dit un au revoir en la rappelant un petit peu, parce que bon, voilà, il ne veut pas que ça se termine mal, et là la jeune fille se retourne et crie, et oui, pour cause, sur la poignée de porte, un crochet avec un bout de bras arraché. Et oui, en fait, le bruit qu'elle a entendu était effectivement le tueur, et en partant à toute berzingue, le jeune homme a en fait arraché le bras du tueur. Bon, cette histoire n'a aucun sens. C'est une histoire assez connue, mais cette histoire n'a aucun sens. Et elle amène un principe qui va se retrouver dans pas mal d'histoires comme ça, c'est les clichés américains. C'est-à-dire que le fait de se retrouver avec une fille dans une voiture n'est pas du tout quelque chose qu'on retrouvera en France, tout simplement parce que à 16 ans, généralement, on n'a pas de voiture en France. Déjà, franchement, qui d'entre vous a eu une voiture directement après son permis ? C'est assez rare si vous avez eu votre permis à 18 ans. Et qui a eu son permis à 16 ans ? Personne. Donc, ce sont des histoires qui, à mon avis, datent déjà, et en plus qui viennent des États-Unis. Alors, comment elles sont arrivées en France ? Ça, je ne me l'explique pas. Je pense qu'en fait, ce sont des clichés qui sont dans des films, ou qui ont été dans des livres, je ne sais pas, et qui sont venus jusqu'en France. Autre cliché, le cliché de la babysitter. Alors ça, il y en a plein. Je vais en commencer une. Donc c'est une babysitter qui arrive pour son job dans une grande maison, etc. Et donc comment ça s'appelle ? Le père et la mère préviennent en disant voilà, les enfants sont à tel endroit, etc. Voilà. Ils ont des statues et des sculptures énormes un petit peu partout. Et il y a notamment, elle le remarque un petit peu dans la soirée, dans la chambre des enfants,
une statue de clown un peu visible dans l'ombre qui la terrifie. Mais bon, c'est tout, elle va surveiller les enfants et à chaque fois cette statue de clown la dérange. Pourquoi des gens auraient une statue aussi dérangeante de clown? Puis c'est tout, la soirée s'avance, elle reçoit un coup de téléphone des parents. Et elle dit, il demande est-ce que tout va bien. Elle fait oui, et c'est juste que, voilà, j'ai un petit peu peur. Du coup, ils vont, mais pourquoi? Du coup, elle fait, mais c'est cette statue que vous avez, cette statue de clown, dans la chambre des enfants qui m'inquiète, parce que c'est un petit peu étrange. Et là, du coup, le ton du père change du tout au tout et dit, écoutez, là il va prenez les enfants et sortez dehors, rappelez-moi d'une cabine téléphonique. Bon, c'est tout. Elle raccroche, elle prend les enfants, elle sort et elle rappelle d'une cabine téléphonique. Et là le père dit c'est bon, vous êtes sortis, etc. Oui, nous sommes sortis. Et là il fait en fait j'ai appelé la police et ils vont bientôt arriver, on n'a jamais eu de statut de clown. Et encore une fois, révélation, ce n'était pas une statue, c'était un tueur ou un fou habillé en clown. Et voilà. Ce cliché de la babysitter, c'est pareil, c'est très américain, puisque en France, attention, les babysitters existent, c'est pas le problème, mais il n'y aurait pas ce côté... c'est pas un cliché aussi installé que ça. Et pareil, le cliché du clown lié à ça, notamment, de Stephen King, et je ne pense pas que ça soit très français. Bon, enfin, vous allez me dire le contraire, puisque assez récemment, il y a eu l'affaire des clowns, des gens qui se déguisaient en clown pour faire peur la nuit, etc., et qui se sont fait arrêter, avec forte raison, et ça venait, je crois, quand même des États-Unis, puisque c'est quelqu'un qui faisait des vidéos sur YouTube avec ça. Autre histoire, encore une fois, avec une babysitter, alors un grand classique. C'est une jeune femme qui, encore une fois, fait du babysitting, et c'est quand même fou que ça soit tout le temps des jeunes femmes, mais bon. Elle va faire son babysitting, et pendant la soirée, elle se reçoit un coup de téléphone. Elle décroche, et ça dit « Est-ce que les enfants dorment bien ?» D'une voix vraiment étrange. Du coup, elle prend peur, elle fait « Qui êtes-vous ?» et ça raccroche. Du coup, elle ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais bon, elle continue sa lecture dans le salon. De toute façon, oui, les enfants dorment depuis maintenant 1 heure, il n'y a pas de souci. Le téléphone sonne à nouveau. C'est toujours cette voix étrange qui lui demande « Est-ce que les enfants dorment bien ?» Du coup, elle se demande ce que c'est, elle raccroche, prend peur et appelle la police pour dire voilà, j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui me fait peur, je n'arrive pas à joindre les parents. Voilà, ils font bah écoutez, on va essayer de tracer l'appel. Est-ce que vous pouvez me donner le numéro de téléphone et tout ça? Oui. C'est tout. Elle reçoit encore un coup de téléphone, du coup elle décroche, et encore une fois, est-ce que les enfants dorment bien? Et du coup, elle prend peur, elle raccroche, et là, le téléphone ressonne à nouveau, elle décroche, paniquée. Et là, c'est la police qui rappelle, en disant « Fuyez, sortez de la maison, l'appel vient, en fait, non pas de l'extérieur, mais du téléphone à l'étage de la maison. » Et donc, encore une fois, révélation, ça fait peur, etc. Là aussi, le fait d'avoir un téléphone, enfin de pouvoir appeler la police qui traque l'appel, etc., c'était assez peu réaliste et très américain, presque comme dans Scream. Et voilà. Et je trouve en fait dans ces histoires qu'on s'éloigne peu à peu du comment ça s'appelle, de l'histoire en fait d'horreur, et qu'on se rapproche de plus en plus d'un côté très en fait mythe urbain
légendes urbaines en fait. Ça me fait penser à, vous savez, le coup de l'araignée dans les bananes, le coup de la coiffure qui reste avec une araignée qui gratte la peau, le coup de la piqûre d'un bouton qui éclate et il y a plein d'araignées qui sortent. Tous ces clichés-là qui sont finalement des légendes urbaines. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cet aspect de la peur ne marche que parce que ces histoires sont ancrées dans un aspect réaliste. Réaliste avec de grandes distances quand même, puisque rien de tout ça n'est crédible. Par exemple, voilà, une autre histoire. Parce que c'est assez intéressant. C'est comment ça s'appelle ? C'est l'histoire d'un... Ah oui, voilà, c'est une jeune femme. C'est toujours une jeune femme. C'est incroyable. C'est une jeune femme qui est en voiture. Et donc, elle est en voiture. Elle s'arrête à un moment au bord de la route, bref. Et elle repart. Et au bout d'un moment, elle se rend compte qu'une voiture derrière elle la suit et arrête pas de faire des appels de phare. De manière plus ou moins régulière. Du coup, elle prend peur et pareil, la voiture n'arrête pas, elle prend des détours et la voiture continue de la suivre en faisant des appels de phare. Comme pour, je sais pas, faire en sorte qu'elle s'arrête ou... C'est un petit peu étrange, on est au milieu de nulle part. Du coup, elle prend peur et elle va le plus vite possible à une station-service. Elle sort de son véhicule, se précipite à l'intérieur et voit la voiture comment ça s'appelle, qui la suivait s'arrêter aussi derrière et la personne sortir. C'est un homme. Du coup, elle est à l'intérieur de la station-service, elle prévient le vendeur en disant « Appelez la police, cet homme me suit, il arrête pas de me faire des appels de phare. » Et la personne arrive. Donc la personne qui suivait arrive dans la station-service et là il y a un peu une altercation entre le vendeur, la femme et le mec qui suivait. Et en fait, tout le monde lui dit « Mais pourquoi vous faisiez les appels de phare ? Pourquoi vous suivez cette pauvre jeune femme ?» Et lui il fait « Mais je vous suivais et les appels de phare, en fait, c'était simplement parce qu'il y avait quelqu'un derrière vous qui avait un couteau et je faisais les appels de phare, en fait, tout simplement pour que lui se rabaisse puisqu'il projetait l'ombre et que vous auriez vu sa silhouette derrière, et donc j'ai fait ça pour vous protéger et pour vous prévenir, vous ne l'avez pas vu, il est toujours là, effectivement la police arrive et il retrouve, révélation, un tueur derrière elle, enfin juste derrière elle dans la voiture, et voilà, encore une fois, ce n'est pas réaliste et il y a ce tueur derrière. C'est un petit peu, encore une fois, étrange, et c'est souvent, oui, enfin c'est quand même fou ces révélations. Pareil, autre histoire. Deux jeunes filles sont en colocation, vous savez, enfin pas vraiment colocation, mais habitent dans le même dorm room, donc c'est pareil, hein, c'est vraiment l'internat à l'américaine, vous savez, où il y a une petite salle commune avec deux chambres. Donc elle rentre chez elle après avoir passé une soirée, etc. Et elle arrive un petit peu tard, et donc elle se dit que sa coloc est en train de dormir. Du coup, elle se demande ce que c'est, enfin si elle va pas réveiller sa voisine. Donc elle décide de ne pas allumer, comment ça s'appelle, la lumière du tout. Donc c'est tout, et elle avance à tâtons dans le noir jusqu'à sa chambre, elle ouvre la porte, elle rentre dedans, elle ferme la porte à clé et elle va se coucher. C'est tout, le lendemain matin elle se réveille, elle ouvre, et là qu'est-ce qu'elle voit dans le salon ? Le cadavre de sa coloc, avec marqué, évidemment avec du sang sur le mur, « N'es-tu pas heureuse de ne pas avoir allumé la lumière ?» Et donc ça veut dire qu'elle est rentrée, le tueur était là, et donc elle aurait pu se faire tuer, blablabla, blablabla. Encore une fois, ce n'est pas du tout dans une phase réaliste. C'est des histoires. En fait, j'ai
J'ai l'impression de tomber sur les scénarios de jeux vidéo des années 90. C'est-à-dire que ce ne sont que des clichés. Ce ne sont que des clichés. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que vous allez me dire, mais oui, mais super, quoi, tu nous fais une émission sur la peur, tu ne fais que dire que ça ne fait pas peur. Ben oui, mais ça faisait quand même peur quand on était au coin du feu. Là tout de suite, moins. Peut-être la première histoire où j'ai mis un petit peu plus, on va dire, dans le train à la raconter. Et ça m'amène au fait que le contexte d'une histoire est plus important que l'histoire. Ces histoires-là, elles marchaient parce que déjà on était petits, qu'on était très sensible à de nouvelles histoires, à de nouveaux ressorts qu'on ne connaissait pas. Maintenant, ces histoires-là, je vous les raconte, vous connaissez la fin avant même que j'ai commencé de la raconter. C'est un petit peu comme les blagues carambars. Les blagues carambars, ça ne fait rire que les enfants. Un adulte ne rigolera pas à ces blagues. Tout simplement, c'est des ressorts qu'on connaît et qui sont même à l'opposé d'être drôles. Mais raconter autour d'un feu, dans la forêt, la nuit, tout de suite, ces histoires ont plus d'impact. Surtout quand on est jeune et influençable. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la peur, c'est que il faut, pour l'apprécier vraiment, avoir une sorte de contexte à la fois confortable et absolument pas confortable. C'est-à-dire que le feu de camp est quelque chose de très confortable, très rassurant. La chaleur du feu, la lumière du feu, le fait qu'on puisse faire à manger, voilà, c'est une ambiance très festive d'être autour d'un feu, très plaisante. Mais en même temps, ce feu est généralement la seule source de lumière visible, et autour de nous, c'est l'obscurité, la forêt, la nature, obscure, étrange, et avec des bruits qui font peur, qui nous sont inconnus. Et c'est ça qui crée ce paradoxe de confort et d'inconfort qui crée vraiment une ambiance toute particulière. Et c'est vraiment là-dessus que je veux me concentrer. C'est vraiment là-dessus, sur ces paradoxes et ce côté dérangeant dans quelque chose de confortable. C'est-à-dire que c'est un petit peu la même chose avec les histoires que je vous ai racontées. Les histoires que je vous ai racontées, ce qui les rend flippantes, si jamais elles sont flippantes, puisque là, bon, personnellement, je dirais que ce n'est pas le cas, mais si elles sont flippantes, c'est simplement parce qu'elles sont intégrées à des contextes plus ou moins réalistes, selon la portée qu'on veut y amener, mais elles amènent un événement ou un élément en tout cas extérieur, étrange, inquiétant, un meurtrier généralement. C'est vrai que c'est rarement quelque chose c'est rarement un fantôme. Encore une fois, on est dans de la peur vraiment ancrée dans la réalité. C'est la peur de mourir, la peur d'être torturé, la peur de la souffrance, la peur vraiment de la mort, mais pas la peur d'un extraterrestre, pas la peur d'un monstre, pas la peur d'un fantôme, vraiment des peurs tout à fait crédibles. Je veux dire, tout le monde a peur d'un tueur. Je pense que j'ai plus souvent eu peur de me faire zigouiller dans une ruelle sombre que de me faire enlever par des extraterrestres ou par un fantôme. Et je trouve ça assez étrange en fait. Et c'est pour ça que je dis que ça me fait penser aux légendes urbaines, parce que toutes les légendes urbaines se basent sur des peurs très, très basiques, très rudimentaires. La peur voilà, vous avez peur. Tout le monde a des boutons un petit peu bizarres de temps en temps, et si c'était en fait un nid d'araignée, tout le monde achète des fruits qui viennent forcément d'un autre pays que la France, parce que voilà, et qui se disent mais oui, mais il y a des insectes étranges dans ces pays, s'ils revenaient, et puis voilà, ou bien la peur qu'un boa sorte des toilettes, hein, ou qu'il y ait des crocodiles dans les égouts. Tous ces clichés-là. Et en même temps,
est-ce qu'on y croit vraiment? C'est comme les lames de rasoir ou les seringues dans les piscines à boules. Personne n'a jamais fait ça. Et si quelqu'un l'a fait, ça devait être une fois. Imaginez l'impact que ça aurait eu. Enfin, je veux dire, vous mettez une lame de rasoir dans une piscine à boules, je peux vous assurer qu'il va y avoir un mort, au moins. Et je parle d'une seule lame de rasoir dans une seule piscine à boules. Enfin, je veux dire, faut être complètement taré pour faire ça, déjà. Mais ensuite, la personne sera forcément extrêmement recherchée. Et ensuite, je pense que si c'était arrivé, on fermerait toutes les putains de piscines à boules. D'ailleurs, j'ai une sorte de fantasme avec les piscines à boules, mais bon, peu importe. J'adorerais aller dans une piscine à boules. Je n'ai pas de souvenir d'être allé dans une piscine à boules, mais ça n'a rien à voir avec la peur, donc je ne vais pas en parler. Et toutes ces légendes urbaines, ça me fait penser à d'autres légendes urbaines qu'on raconte aussi près du feu. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la légende du Dahu. Qu'est-ce que le Dahu? Le Dahu, c'est une créature, un peu comme un cerf ou une biche, ou un chevreuil, qui est sur les montagnes et qui a une jambe. Enfin, il y a deux types de Dahu, ceux qui ont les jambes de droite plus hautes que les jambes de gauche, ou ceux qui ont les jambes de gauche plus hautes que les jambes de droite. Et ça leur permet ainsi de se déplacer sur le côté de la montagne sans avoir à galérer, puisque vous comprenez, ils ont les pattes au bon niveau. Et bien évidemment, ils peuvent tourner que d'un sens autour de la montagne, c'est complètement con. Et s'ils font demi-tour, ils tombent. C'est stupide. Et donc on fait croire ça aux enfants pour les mener en bourrique et en bateau. Et ce qui est intéressant, c'est que assez récemment, un ami, que je ne citerai pas, m'a parlé d'une créature. Et donc ça me fait rire, mais voilà. Il m'explique que la créature, en fait, s'appelle le schlinck. Alors ils ont toujours des noms extraordinaires. Le schlinck, qui est un lézard qui, en hiver, car il ne peut pas chasser, vu que les souris et les rats ne sont pas là, vu qu'il fait froid, qui va chasser dans les étables où il va, et il va en fait mordre le pied des vaches pour boire le lait des vaches. Et donc ce lézard s'appelle le schlinck. Et donc, dit comme ça, peut-être que vous vous dites « Ah, ouais, vache, c'est fou ça !» Sauf que c'est complètement con. Rien n'est crédible. Déjà le nom, le schlinck, ça n'a aucun sens. Ensuite, un lézard, en hiver, hiberne. C'est un reptile, au sang froid, il hiberne. Mais en plus, en hiver, les souris et les rats, soit ils hibernent, soit ils sont actifs puisqu'il fait assez chaud. Mais s'ils sont actifs, je peux vous assurer qu'il y en a dans les étables. Donc voilà. Bon, ensuite, un lézard qui mange des rats et des souris. Putain de lézard fat, mais bon, admettons. Et ensuite, vous savez, la hauteur d'un pied de vache, c'est quand même à plus de 20 cm du sol. Largement, je dirais que c'est peut-être à 40-50 cm du sol. Donc le lézard, il fait comment pour y aller? Il saute. Il saute jusqu'au pied de la vache. Et ensuite, comment il fait pour boire un pied de la vache? C'est pareil, c'est un lézard, ce n'est pas un mammifère, il ne tète pas. Mais bon, admettons, pourquoi un putain de lézard irait boire du lait? C'est un carnivore, je ne vois pas pourquoi il irait boire du lait. Mais bon. Et ce n'est même pas un mammifère, donc il n'y a aucun sens à cette histoire. Mais toujours est-il que cet ami y a cru. Et il n'y a pas cru parce qu'il est bête, ce n'est pas pour ça, c'est simplement parce que c'est une histoire un petit peu mystérieuse, ça donne envie d'y croire. Par exemple, je vais vous raconter une autre histoire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du roi des rats? C'est quelque chose qui se passe de temps en temps, c'est que parfois, des rats s'unissent ensemble par la queue et se déplacent, du coup, comme s'il n'était qu'un seul rat. Et il peut y en avoir qui s'unissent par la queue comme ça, par des hasards, un fil qui les relie, je sais pas, un liquide collant, voilà, ça peut arriver, des trucs comme ça. Et ils s'unissent, et il peut y avoir jusqu'à 30 rats
unis comme ça, qui bougent comme un seul, et qui sont nommés le roi des rats. Et là, vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Eh bien non, ça, c'est vrai. Et je l'ai appris aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, ça, j'en avais déjà entendu parler du Rat King, du roi des rats. Et je pensais que c'était une bullshit de cryptozoologie ou truc comme ça. Non, c'est vrai, c'est avéré. C'est déjà arrivé plein de fois. Et il y en a qui ont été conservés, qui sont visibles dans des musées. Et ça a été prouvé, même à l'heure actuelle, que ça existe. Les rois des rats existent. Et donc, c'est pareil, si je vous raconte l'histoire d'une créature, un mammifère avec un bec, qui pond des œufs, je crois, et qui a, quand c'est une femelle, à la patte arrière gauche, une aiguille empoisonnée, et qui a un nombre, je crois qu'un nombre de pattes, le nombre d'orteils qui n'est pas le même en bas et en haut, je crois, quelque chose comme ça. Vous allez me dire, c'est n'importe quoi, et pourtant les ornithorynques existent bel et bien. Et c'est ça qui est génial, c'est que même si ces histoires paraissent improbables, il y a des histoires dans la réalité qui sont tout aussi improbables. Et donc, c'est pour ça que je pense que ces légendes urbaines, ces histoires auprès du feu, sont plus ou moins inspirées de faits réels, c'est certain. Par exemple, l'histoire que je vous ai racontée avec le couple qui va s'embrasser, etc., c'est certainement relié au tueur du Zodiac, qui a sévi, un serial killer qui a sévi aux États-Unis dans les années 60-70, je crois. Il y a un film d'ailleurs de Fincher là-dessus, je crois, qui est excellent. Voilà, c'est forcément basé sur une réalité. Et cette réalité est déformée, adaptée pour faire peur. Ou en tout cas pour créer un peu un frisson. Mais moi j'ai envie justement d'explorer un petit peu aussi, parce que là c'est une peur, tout ce qui est plus crédible. J'ai aussi envie d'explorer ce côté tout à fait irréaliste de la peur. Comme je vous disais dans l'épisode précédent, l'épisode 0, si vous l'avez écouté, cette peur qu'on a quand on se retrouve dans le noir, dans l'obscurité chez soi, dans la cave, et qu'on se dépêche de remonter les escaliers pour échapper à quelque chose, échapper à quelqu'un. Ça, c'est très intéressant puisque il n'y a rien. Et c'est certain qu'il n'y a rien. Et à quoi on pense à ce moment-là ? Est-ce qu'on pense à un tueur ? Ou est-ce qu'on pense à quelque chose qui pourrait nous attraper par le pied ? Quand vous rentrez, encore une fois, comme je le disais, quand vous rentrez votre pied sous la couette, la nuit, vous n'avez pas peur de quelqu'un, vous avez peur de quelque chose. Et je pense que c'est très intéressant de s'intéresser à tout ça, à cette peur de l'inconnu et en même temps de quelque chose qu'on imagine, parce que ce qui nous fait le plus peur, ce qui peut nous amener vraiment à être terrifiés, je pense pas que ça soit la réalité. Je pense que c'est ce qu'on imagine. Je pense que c'est ce qu'il y a dans notre tête. Moi, j'ai peur des araignées, j'ai peur un petit peu des chiens, mais ce qui me fait le plus peur, c'est ce que je m'imagine quand je regarde l'obscurité dans la forêt la nuit, parce que on a été tourné une scène dans la forêt en pleine nuit, qu'il est 4h du matin et que face à moi il y a toute l'obscurité de la forêt, que je suis tout seul à 200-300 mètres des autres, et que peut-être il y a quelque chose dans l'obscurité qui me regarde, un animal. Mais mon cerveau, mon inconscient, lui, il me fournit des choses bien pires que ça, qui me regarde dans l'obscurité, qui pourrait surgir. Et ça fait extrêmement peur. Beaucoup plus qu'un tueur. Beaucoup plus que tout ça. Parce que ça n'existe pas et que c'est directement fourni
par notre spécialiste en peur, notre cerveau. Donc voilà, cet épisode était concentré un petit peu sur les histoires comme ça qu'on se raconte autour du feu. Est-ce que vous en avez des histoires comme ça? Racontez-les un petit peu dans les commentaires et je ferai un plaisir de les lire. Vos histoires comme ça d'horreur ou vos légendes urbaines, pareil, que vous avez entendues et toujours douté, ou pareil, comme je vous ai raconté, peut-être une légende que vous croyez impossible et qui se révèle finalement être vraie. Ça, c'est toujours génial, je trouve. Le Rat King, quoi. Qui aurait cru que c'était vrai? Moi, j'étais persuadé que c'était faux. Incroyable. Bref, je vous dis à la prochaine fois au coin du feu. Ce sera certainement un épisode par semaine. Je ne sais pas quel jour, par contre. Peut-être que ça sera plus ou moins un épisode par semaine. Je vous dis à la prochaine fois. Et la prochaine fois, je pense que ce sera le bon moment pour parler un petit peu de David Lynch et de quelques scènes clés. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bonne nuit, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à simplement liker. Je ne sais pas si vous pouvez liker sur iTunes ou SoundCloud pour permettre à d'autres gens d'entendre ces podcasts. Pareil, n'hésitez pas à partager. Sur ce, moi, je vais profiter un petit peu plus de la nuit.